Tu as 5 000 € à la banque, 10 000 € ou peut-être 50 000 €. Question simple pour toi, tu les mets où? Sur un livret, en bourse, dans de l'immobilier, tu achètes des crypto-monnaies? Et surtout, comment savoir si c'est le bon choix pour toi? Parce que le problème, ce n'est pas de choisir le bon placement, le problème c'est de choisir le bon actif pour le bon objectif. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose que très peu de vidéos font correctement, à mon sens. C'est un panorama complet des actifs investissables avec une grille simple pour comprendre à quoi sert chacun. Parce que beaucoup de gens investissent au hasard. Ils suivent une mode, ils copient un ami, ils voient une performance passer. Mais ils ne se posent jamais la vraie question, à mon sens. Quel rôle joue cet actif dans mon patrimoine? Parce qu'un actif, ce n'est jamais bien ou mal. Ça dépend de ton horizon, de ton besoin de liquidité, de ta tolérance au risque et de ton niveau de compréhension. Donc aujourd'hui, on va structurer tout ça proprement. On va diviser les actifs en 4 grands blocs. Les actifs de stabilité, les actifs de croissance, les actifs de diversification et enfin les actifs alternatifs, plus exotiques. Pour chaque classe d'actifs, je vais répondre à 7 questions très simples. Le rendement espéré, c'est-à-dire quel est l'ordre de grandeur qu'on peut penser, espérer obtenir sur le long terme. Attention, espérer ne veut pas dire garantir. Quel est le niveau de risque ou de volatilité, c'est-à-dire à quel point ça bouge et est-ce qu'on peut tout perdre? Le niveau de liquidité, est-ce que je peux récupérer mon argent demain ou est-il bloqué pendant plusieurs mois, voire plusieurs années? L'horizon recommandé, est-ce que c'est fait pour du court terme, du moyen ou du long terme? Le rôle dans le patrimoine, comment y investir? En direct, via une assurance vie, un PEA ou une plateforme? Et enfin, l'accessibilité. Combien faut-il pour commencer? Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça demande des connaissances avancées? Est-ce que c'est chronophage? À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais les actifs de la même façon. Tu sauras exactement lequel sert à quoi, lequel est adapté à ton profil et surtout lequel ne l'est pas. On commence par la base, les fondations, les actifs de stabilité. On commence avec le cash. Le cash, ce sont tes liquidités disponibles immédiatement. L'argent sur ton compte courant, sur un livret réglementé ou sur un fonds monétaire très court terme. Ce n'est pas un investissement de performance, c'est un outil de stabilité. Le rendement espéré, eh bien, le cash a historiquement un rendement faible. Sur un compte courant, c'est zéro. Sur un livret réglementé, c'est un taux fixé par l'État, souvent proche de l'inflation, parfois en dessous. Donc le cash ne sert pas à faire croître ton patrimoine, il sert à préserver ta capacité d'action. La volatilité est quasi nulle, ton solde ne fait pas moins 20% du jour au lendemain, et le risque de perte permanente, en théorie, il est faible si l'argent est placé dans une banque régulée. Mais attention, il existe un risque bancaire systémique, même s'il est limité par les mécanismes de garantie des dépôts. Et surtout, le vrai risque du cash, c'est l'inflation. Si l'inflation est à 3% et ton livret à 2%, tu perds du pouvoir d'achat chaque jour, chaque mois, chaque année. Le cash est stable en nominal, mais il est destructeur en réel. La liquidité maintenant, eh bien, elle est maximale parce que ton cash est disponible immédiatement, sans pénalité, c'est l'actif le plus liquide qui existe. L'horizon recommandé pour avoir du cash, eh bien, c'est du court terme, hein. L'épargne, c'est l'épargne de sécurité, des projets à moins de 2 ou 3 ans. Si ton argent doit être utilisé bientôt, le cash est logique, mais si c'est pour 10 ans, 20 ans ou 30 ans, alors là, c'est plus cohérent. Le rôle dans le patrimoine, eh bien, le cash n'est pas là pour t'enrichir, il est là pour te sécuriser, pour absorber les imprévus et garder de la flexibilité. C'est l'amortisseur du patrimoine. Alors comment y investir, si on peut appeler ça un investissement, hein? Eh bien, par le biais de livrets réglementés comme le livret A et éventuellement des fonds monétaires ou des comptes à terme, même si là, la liquidité est un peu différente. C'est simple, c'est accessible, il y a aucun intermédiaire complexe. Là, c'est quelque chose que tu peux faire, par toi-même, directement avec ta banque en général. Donc l'accessibilité, eh bien, tu la connais, c'est, quelques euros pour ouvrir, un livret A et la complexité, bah, elle est très, très faible. C'est l'actif, à vrai dire, le plus accessible qui existe. On passe maintenant à l'actif numéro 2, qui sont les fonds en euros. Un fonds en euros, c'est un support d'investissement principalement composé d'obligations proposées dans les contrats d'assurance vie. Alors le fonds euro, il a une particularité, c'est, que le capital investi est garanti par l'assureur, hors faillite de celui-ci bien sûr.
Ce n'est pas du cash, et ce n'est pas non plus de la bourse. Alors le rendement espéré, il est historiquement supérieur à un livret, mais il est variable selon les années, ça dépend des taux obligataires. Plus les taux montent, plus les fonds euros ont de la capacité à offrir du rendement. On reste toutefois sur un actif avec des rendements faibles, parfois négatifs, net d'inflation. En termes de risque, donc la volatilité est très faible, le capital ne fluctue pas à la baisse d'une année sur l'autre, et le risque de perte permanente, il est faible mais pas nul. Le risque principal serait la faillite de l'assureur, mais ce risque est encadré par des mécanismes de protection, mais il existe quand même. Donc c'est plus sécurisé que des actions, c'est moins liquide et moins simple que le cash. Donc la liquidité justement, eh bien c'est récupérable, ce capital est récupérable via le rachat partiel ou total de ton assurance vie. C'est pas instantané comme un livret. Il y a quelques jours à quelques semaines, selon les contrats, pour pouvoir récupérer ton capital. Donc l'horizon recommandé pour ce type de placement, c'est du moyen terme minimum. C'est intéressant pour de l'épargne stable au-delà de 3 à 5 ans. Le rôle dans le patrimoine, c'est donc un pilier de stabilité, c'est de l'alternative au cash pour limiter l'érosion monétaire, c'est pour sécuriser une partie de ton capital, équilibrer un portefeuille plus dynamique. Comment y investir? Eh bien, c'est principalement via un contrat d'assurance vie. Et là, le niveau d'accessibilité, le ticket d'entrée est souvent de quelques centaines à quelques milliers d'euros selon le contrat. La complexité, elle est faible à modérée, donc c'est, pour les débutants plus, et le coût temps à consacrer est relativement faible. Donc voilà, on a vu, 2 actifs, le cash, qui est ultra liquide, ultra stable, faible rendement, très exposé à l'inflation et le fonds euro qui est aussi stable, un peu plus rémunérateur, mais déjà un petit peu plus complexe. Maintenant, on va entrer dans le monde des, créances. Là, c'est pas toi qui, la banque qui te prête, c'est toi qui vas prêter, de l'argent et on va parler des obligations. Je l'ai mentionné pour les fonds monétaires. Et donc les obligations, c'est un titre de dette en fait. Concrètement, tu vas prêter de l'argent à un État ou à une entreprise. En échange, tu reçois des intérêts qu'on appelle des coupons et ton capital est censé être remboursé à l'échéance. Il existe donc des obligations d'État et des obligations d'entreprise qui sont plus ou moins risquées selon l'émetteur. Donc ce n'est pas du capital garanti, c'est un prêt avec un risque de défaut. Alors, quel rendement peut-on espérer pour les obligations? C'est généralement inférieur à au rendement des actions, et le rendement va surtout dépendre de la solidité de l'émetteur, de la durée du prêt et du niveau, des taux d'intérêt. Plus le risque est élevé, plus le taux proposé est élevé, bien sûr. Le rendement est modéré généralement pour les États solides, il est plus élevé pour les entreprises risquées ou pour les, États un peu moins solides. Mais toujours avec, un équilibre rendement-risque. C'est un couple qui ne divorce jamais. Alors justement, en parlant de risque, quel est le risque au niveau des obligations? En termes de volatilité, contrairement à une idée reçue, une obligation peut fluctuer en valeur. Sa valeur dépend fortement des taux d'intérêt. Si les taux montent, la valeur des anciennes obligations va baisser. Donc ce n'est pas stable au sens strict. C'est moins volatile que les actions en général, mais c'est pas immobile. Et le risque de perte permanente, il existe aussi. Si l'État ou l'entreprise fait défaut, tu peux perdre une partie, voire la totalité du capital, même si historiquement les défauts d'État solides sont rares, mais le risque existe aussi. Une obligation, ce n'est pas garanti, c'est un prêt avec un risque de défaut. Alors la liquidité, si tu investis via un ETF obligataire, c'est la liquidité quotidienne en bourse, hein. Par contre, si tu investis en obligation en direct, ça dépend du marché secondaire. Et enfin, si tu investis dans un fonds obligataire non coté, c'est la liquidité, qui va être la plus encadrée, la plus limitée. Donc c'est une liquidité variable selon le véhicule que tu utilises. L'horizon recommandé, c'est plutôt du moyen à du long terme. Les obligations sont souvent utilisées pour stabiliser un portefeuille sur plusieurs années. Quel rôle cela joue dans un patrimoine maintenant? Les obligations jouent souvent un rôle d'équilibrage. Elles servent à réduire la volatilité globale, à générer des revenus, à amortir partiellement les crises boursières. Elles ne sont pas là pour exploser les performances, elles sont là pour lisser. Comment y investir maintenant? Alors il y a 3 grandes options. En direct, donc tu achètes une obligation spécifique directement, via des fonds obligataires ou via des ETF obligataires. Généralement, ça va se faire soit via un compte titre, soit via une assurance vie ou certains supports de plans épargne retraite, PER.
L'accessibilité maintenant. Le ticket d'entrée, il va de quelques euros à des centaines, voire des milliers d'euros, selon selon l'actif. La complexité est assez élevée, hein, il faut comprendre les mécanismes de taux, de maturité, de duration, de qualité de crédit. J'ai fait une vidéo à ce sujet que tu pourras retrouver sur ma chaîne d'ailleurs. Donc le niveau requis, c'est plutôt de débutant plus à intermédiaire, plutôt intermédiaire je dirais même, parce que le temps à consacrer, eh bien, il est variable, mais il va être faible si tu fais les choses via un ETF, mais plus important si tu fais, ça en direct. Donc voilà, on a 3 niveaux de stabilité, que j'ai présentés ici. On a le cash qui est ultra liquide avec un rendement faible, voire nul. Les fonds euros qui sont stables avec un rendement très modéré et les obligations avec des rendements plus intéressants, mais qui ont une sensibilité au taux et avec un risque de défaut qui sont à prendre en compte, en fait. Donc plus on monte en rendement potentiel, plus on accepte un peu plus de complexité et de risques. Maintenant, on quitte le monde des amortisseurs et on rentre dans le moteur. Les actifs qui servent à faire croître ton patrimoine sur le long terme. Et on va parler des actifs de croissance pour commencer. On commence avec les actions. Si tu devais choisir un actif qui a historiquement créé le plus de richesse sur le long terme, ce serait celui-là, les actions. Une action, c'est un titre de propriété, c'est une part d'une entreprise. Quand tu achètes une action, tu détiens une fraction du capital de l'entreprise. Et donc, si l'entreprise progresse, ton investissement peut progresser, et si elle échoue, tu peux perdre de l'argent, voire la totalité de ton capital investi. Avant d'appliquer la grille de lecture que je vous ai proposée, il faut clarifier quelque chose. Il existe deux grandes manières d'investir en actions. En direct, ce qu'on appelle du stock picking ou alors en titre vif, et via des fonds, notamment les ETF, les fameux ETF dont on parle beaucoup, et sur lesquels j'ai fait une masterclass que tu retrouveras sur ma chaîne. On va voir les deux ensemble, mais d'abord on va parler de la classe d'actifs en elle-même. Historiquement, les marchés actions mondiaux ont offert des rendements annualisés autour de 7 à 10 sur le long terme. On parle de 10 à 15 ans minimum. Mais attention, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas garanti, ce n'est pas stable. Certaines années, tu vas voir du plus 15, plus 20 voire plus, et d'autres années, ça va être moins 20 ou moins 30 Le rendement moyen est élevé, mais le chemin est chaotique. En termes de risque, eh bien, les actions sont volatiles par nature. Elles peuvent perdre, comme je te l'ai dit, 30 en quelques semaines, quelques mois, et c'est normal. Et si tu ne supportes pas la baisse temporaire, tu auras du mal avec les actions. Et le risque de perte permanente, eh bien, il y a deux cas. Si tu es très diversifié avec des ETF dans différentes zones géographiques, le risque de perte totale est assez faible. Il existe, hein, l'ETF peut fermer, peut faire faillite, mais tu un risque qui est relativement faible si tu sais bien choisir tes ETF et j'en parle dans ma masterclass. Mais une longue période de stagnation, pardon, est possible, hein. Ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et si tu investis dans une action individuelle et que l'entreprise fait faillite, alors là, tu peux perdre l'entièreté de ton capital. De capital investi sur cette action, bien sûr. En termes de liquidité, eh bien, c'est un actif qui est très liquide, enfin relativement liquide en tout cas. Les actions et fonds sont cotés en bourse, ils peuvent être achetés et vendus en quelques secondes, pendant les heures d'ouverture des marchés. Je dis relativement liquide parce que ça peut être un peu plus difficile pour certaines actions ou certains ETF, mais si tu les choisis bien, encore une fois, ça c'est quelque chose que tu peux faire dans la journée et récupérer ton capital dans la journée. Et ça, c'est un énorme avantage. L'horizon recommandé d'investissement, eh bien, c'est du long terme. On parle de minimum 5 à 10 ans. Idéalement, plutôt 10 à 15 ans, voire plus. Les actions récompensent vraiment la patience. À court terme, c'est imprévisible. À long terme, la croissance économique joue en ta faveur. Quel est le rôle des actions dans un patrimoine? Eh bien, c'est vraiment le moteur de la croissance. Elles servent à faire croître ton capital, à battre l'inflation et à construire de la richesse sur le long terme. Ce n'est pas un actif de sécurité, c'est un actif de performance. Comment y investir? Eh bien, il y a plein de manières d'y investir et on va en parler de deux options via les ETF, qui est, on va dire, de la gestion passive, c'est l'option 1. Un ETF, c'est un panier d'actions qui est déjà constitué. Au lieu de choisir une entreprise, tu vas investir dans un ensemble d'actions. Ça peut être un ensemble d'actions qui va représenter une zone géographique ou alors un secteur d'activité. Donc c'est pour ça que des fois tu entends parler d'ETF
monde, ça va être des entreprises partout dans le monde ou, des ETF Europe ou États-Unis ou pays émergents. Les avantages des ETF, c'est qu'il y a une diversification géographique ou sectorielle qui est immédiate, avec des frais faibles et c'est très simple. Plusieurs supports sont possibles pour acheter des ETF, le PEA, le compte titre, l'assurance vie et d'autres encore. L'option 2, dont on a parlé, ce sont les titres vifs, qu'on appelle encore le stock picking. Ici, c'est toi qui choisis toi-même les entreprises. Tu analyses leur rentabilité, leur endettement, leur croissance, leurs avantages compétitifs. Et potentiellement, c'est plus stimulant, mais cela demande plus d'expertise. Alors, quelle est l'accessibilité des actions? Eh bien, via un ETF, le ticket d'entrée est très faible, hein, ça peut démarrer à quelques euros ou dizaines d'euros. La complexité est faible à modérée, donc c'est un niveau débutant à intermédiaire qui est souvent requis. Le temps à consacrer est relativement faible. Si tu investis en direct, c'est bien le ticket d'entrée est très variable, hein. Tu peux trouver des actions à quelques dizaines d'euros et d'autres à plusieurs milliers d'euros selon, l'entreprise concernée. La complexité, par contre, là, est élevée. C'est plutôt pour un profil intermédiaire à voire avancé, parce ça demande un temps aussi important pour analyser, les actions et sélectionner celles qui te correspondent, celles qui correspondent à ton profil d'investisseur. Les actions sont donc le moteur, mais un moteur puissant secoue la voiture. Donc si ton horizon est long et que tu acceptes la volatilité, c'est un pilier incontournable. Et si ton horizon est court, ça peut être dangereux. Donc les actions font croître ton patrimoine, mais il existe un autre actif historique de croissance, plus tangible, plus visible, plus concret. C'est l'immobilier. Et plus particulièrement, on va parler d'immobilier physique dans un premier temps. C'est l'actif que, on va dire, tout le monde comprend, hein. L'immobilier physique, c'est l'achat direct d'un bien réel, un appartement, une maison, un local commercial. Donc tu deviens propriétaire, ça peut même être ta résidence principale, ça peut être un investissement locatif, comme je l'ai dit, un local commercial et là, tu peux en tirer, bah, soit un usage, y habiter dedans, soit des loyers, soit une plus-value potentielle à la revente. C'est un actif réel, mais ce n'est pas un actif passif par défaut, hein. Et là, en termes de rendement, eh bien, les rendements de l'immobilier peuvent venir de 3 sources: des loyers, de la valorisation du bien et aussi, bah, de l'effet de levier du crédit et c'est vraiment là l'intérêt de l'immobilier. Historiquement, l'immobilier offre un rendement modéré, voire mauvais sans levier, mais potentiellement beaucoup plus intéressant avec un crédit. Mais le rendement dépend énormément de l'emplacement, du prix d'achat, des charges, de la fiscalité, de la gestion. Cela peut ainsi démarrer à 0 à 3 et dépasser les 10 selon les cas. Alors quels sont les risques? En termes de volatilité, contrairement à la bourse, l'immobilier ne fluctue pas tous les jours, mais il existe des cycles immobiliers. Les prix peuvent stagner ou baisser pendant plusieurs années et la volatilité est faible en apparence en fait, mais le cycle, lui, est bien réel. Le risque de perte permanente, eh bien, en fait, il y a plusieurs risques. Un mauvais emplacement, une vacance locative, un impayé, une dégradation du bien, une mauvaise gestion, une baisse structurelle du marché. Et si tu utilises un crédit, le levier amplifie tout, les gains comme les pertes. Donc oui, il existe un risque réel de perte, si tu t'y prends mal. La liquidité, eh bien, elle est très faible. Vendre un bien, ça prend du temps, parfois plusieurs mois, et c'est aussi des frais. Donc c'est un actif très rigide. L'horizon recommandé, c'est du long terme, hein. C'est, 10 ans minimum, souvent, et sauf si tu veux te lancer dans des opérations de type marchand de biens, qu'on appelle aussi achat-revente. L'immobilier récompense la patience, comme les actions, je dirais, et c'est surtout le meilleur moyen de profiter du levier bancaire, d'emprunter, de l'argent de la banque. À court terme, ce qui va pénaliser, ça va être, bien, les frais de notaire, la fiscalité, les coûts de transaction. C'est ça qui va pénaliser sur le court terme cet actif-là. Donc le rôle dans le patrimoine, l'immobilier, ça peut jouer plusieurs rôles, hein. Ça peut être, générer des revenus, avec les loyers, des revenus complémentaires, donc un peu de cash flow. C'est de la construction du patrimoine familial et bien sûr, c'est de la diversification et enfin, comme je l'ai déjà dit, ça permet d'utiliser l'effet du levier de crédit. Mais il y a aussi un rôle psychologique fort, c'est un actif qui est rassurant parce que c'est concret.
Attention cependant, si tu possèdes déjà ta résidence principale, tu es déjà très exposé à l'immobilier. Alors comment y investir? Bien, principalement en achat en direct, hein, en nom propre ou via une société comme une SCI. C'est une démarche qui est souvent assez lourde avec notaire, banque, travaux, locataire. Donc rien à voir avec, cliquer sur acheter comme pour une action. Mais sur le long terme, c'est ce qui a permis à de très nombreuses personnes de s'enrichir fortement, donc ce n'est vraiment pas à négliger. En termes d'accessibilité, eh bien, le ticket d'entrée est élevé, et le niveau de complexité, lui, est intermédiaire à élevé selon le projet. Le niveau requis, c'est plutôt un niveau intermédiaire, hein, il faut bien se former, bien se préparer. Et le temps à consacrer, il est souvent très important. Donc l'immobilier, c'est vraiment un outil puissant à ne pas négliger, mais c'est un outil très exigeant. C'est un outil de construction et de diversification patrimoniale, mais ce n'est pas un bouton magique. Il demande un peu de capital, beaucoup de temps, de la gestion et une vraie réflexion, une vraie anticipation. OK, là, on vient de découvrir les actifs de croissance, les actions, c'est le moteur financier, l'immobilier physique, c'est le moteur tangible, et sur le long terme, ce sont 2 piliers majeurs pour faire grandir un patrimoine. Mais il y a un piège énorme, tout mettre au même endroit, parce que quand ça baisse, ça fait très mal. Et si ton patrimoine est construit uniquement sur des actifs de croissance, tu peux te retrouver avec un patrimoine qui fait le yo-yo, des décisions émotionnelles et surtout le mauvais réflexe, vendre au pire moment. Donc maintenant, on passe au bloc 3, les actifs de diversification. Leur job n'est pas d'être les plus performants sur un an, leur boulot c'est d'apporter autre chose, de la stabilité, une protection dans certains scénarios et un patrimoine qui tient debout même quand le monde tremble un peu. Donc dans ce bloc, on va avoir deux grandes familles. L'immobilier, mais sans acheter un appartement, ce qu'on appelle la pierre papier, et ensuite des actifs refuges ou cycliques que sont l'or et les matières premières. Allez, on commence avec le plus simple à comprendre, ce qu'on appelle la pierre papier. Si tu veux investir dans l'immobilier mais que tu n'as pas envie de chercher les biens, de gérer les locataires, de faire des travaux, eh bien bonne nouvelle, il existe une version financière, on va dire, de l'immobilier. C'est la pierre papier. Cela consiste à investir dans de l'immobilier sans acheter un bien directement. Et il existe deux formes principales. Les SCPI, Société civile de placement immobilier. Là, tu investis dans une société qui détient un parc immobilier et te reverse une part des loyers. Si tu investis dans une SCPI qui reverse une part des loyers. Et les foncières cotées, qu'on appelle REIT, Real Estate Investment Trust. Ce sont des sociétés immobilières cotées en bourse. Dans les deux cas, tu es exposé au marché immobilier, mais de manière indirecte. Alors les rendements espérés, bah, pour ce qui est des SCPI, on ne peut pas faire de généralité en fait, parce qu'il existe plusieurs types de SCPI. Des SCPI de rendement, des SCPI fiscales et des SCPI de plus-value. Mais si on doit faire une sorte d'approximation, on est souvent dans des, fourchettes intermédiaires avec, des rendements relativement modérés. Cela dépend cependant fortement, bah, de la qualité du parc, de la gestion du parc par la société et du cycle immobilier dans lequel on se trouve. Pour ce qui est des foncières cotées, elles combinent, bah, les caractéristiques de l'immobilier avec la variation boursière, donc elles sont plus volatiles que les SCPI, mais potentiellement plus dynamiques. En termes de risque, eh bien, pour ce qui est des SCPI, il y a une faible volatilité apparente, car en fait leur valorisation est moins fréquente. Mais la principale, motif de variation, eh bien, c'est, la sensibilité au cycle immobilier. Donc si on est plutôt dans une phase de stagnation, de baisse ou de montée des prix. Pour les foncières cotées, on a une volatilité, bah, qui est proche des actions, donc elles bougent en bourse, en fait. Il y a un risque de perte permanente pour les 2. Il est bien présent, hein, et il est lié à plusieurs facteurs, à une mauvaise gestion du parc immobilier, à une baisse du marché immobilier, à de mauvais choix sectoriels, investissement dans l'immobilier de bureau, de commerce, et cetera, de l'endettement excessif de la société. Donc dans tous les cas, le risque de perte permanente est bien présent et pour les foncières cotées, eh ben, il y a en plus un risque lié à la bourse qui est, un peu plus, important. En termes de liquidité, pour les SCPI, la liquidité elle est moyenne, on va dire, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut revendre facilement. C'est possible, mais c'est pas instantané. C'est plus facile pour les foncières cotées, puisqu'on est sur, de l'investissement boursier.
donc normalement, ça se revend beaucoup plus rapidement. En termes d'horizon, eh bien là, on est sur, encore une fois, de l'horizon long terme, plutôt du 8-10 ans minimum, comme pour de l'immobilier classique. Et le rôle dans le patrimoine, eh bien, ça peut avoir plusieurs rôles, en fait. Ça peut jouer un rôle de génération de revenus complémentaires. Ça peut permettre de, défiscaliser une partie de ces revenus aussi. Ça peut permettre de diversifier par rapport aux actions et de s'exposer à l'immobilier sans gestion si on veut pas faire de l'immobilier physique. Mais attention, justement, si tu possèdes déjà de l'immobilier physique, tu es déjà exposé à ce marché et donc il faut faire, attention à ne pas avoir, tous ses œufs dans le même panier, tout simplement. Alors comment y investir? Eh bien pour les SCPI, ça se fait, principalement, via une assurance vie ou en direct, et pour les foncières cotées, eh bien, via la bourse, donc via un compte titre, par exemple. L'accessibilité des SCPI, eh bien, le ticket d'entrée, il est relativement, faible, comparé à un bien immobilier. La complexité est modérée, il faut comprendre bien les mécanismes de l'immobilier, un peu les frais, la fiscalité, la liquidité, mais voilà, c'est un niveau, débutant intermédiaire. Pour ce qui est des foncières cotées, là, on est sur des tickets, relativement faibles, accessibles. C'est simple à acheter, mais c'est volatile, donc il faut faire attention. Alors l'immobilier papier, c'est, on va dire une version financière de l'immobilier physique. C'est plus accessible, c'est plus flexible, mais c'est pas sans risque et surtout, il ne faut pas croire que c'est garanti. Hein. Donc maintenant, on a vu de l'immobilier physique, papier pardon, on va parler, d'un autre actif, de diversification. Un actif très particulier qui lui ne produit pas de loyer, qui ne verse pas de dividendes, qui ne génère pas de cash flow et pourtant, il est utilisé depuis des millénaires et je veux parler de l'or. Alors l'or, c'est un métal précieux rare, durable et universellement reconnu. Contrairement aux actions ou à l'immobilier, il ne représente pas une entreprise ni un bien productif. Sa valeur repose sur sa rareté, la confiance collective qu'on lui accorde et son rôle historique de réserve de valeur. Les banques centrales en détiennent, les États en détiennent, les investisseurs aussi. C'est un actif monétaire avant d'être un actif industriel comme peut être l'argent. Et quand je parle d'argent, je parle du métal argent. Alors, quel rendement peut-on espérer? Eh bien, l'or n'est pas conçu pour battre les actions sur 30 ans, hein. Sur très long terme, son rendement est modéré, mais son comportement est particulier. Il a tendance à bien se comporter dans certains contextes, notamment de forte inflation, d'instabilité financière, de perte des confiances dans les monnaies ou de crise géopolitique. Ce n'est pas un actif de croissance structurelle, c'est un actif de protection stratégique. En termes de risque, eh bien, contrairement à l'image de valeur refuge stable, l'or peut être volatile, même très volatile. Il peut connaître des cycles de hausse prolongés, de fortes baisses et aussi des longues périodes de stagnation. Donc le risque de perte permanente, eh bien pour l'or physique, il n'y a pas de risque de faillite, hein, pas de risque de défaut. Vous détenez votre or, il est chez vous ou dans le coffre à la banque. Donc le principal risque, il est lié en fait au stockage. Si la banque vous refuse l'accès au coffre, si vous vous faites voler votre or, voilà, c'est là où il y a un risque. Pour l'or papier, parce qu'il y a une version papier, tout comme l'immobilier de l'or, et bien ça, c'est un risque de contrepartie qui est lié à l'émetteur, en fait, risque, si en fait l'émetteur vous vend, de l'or qu'il ne détient pas lui-même. Donc le risque dépend du mode de détention. En termes de liquidité, eh bien l'or physique, c'est assez liquide, mais bon, il y a quand même un petit, effort d'achat-revente à faire. Pour un ETF or, là, c'est très liquide, ça se vend en bourse, voilà, aussi facilement qu'une action ou que de l'immobilier coté. En termes d'horizon, on est encore une fois sur un actif à détenir sur du long terme. Ce n'est pas un actif court terme pour faire un coup, il s'intègre dans une stratégie patrimoniale durable. Le rôle dans le patrimoine, alors l'or sert à diversifier, à couvrir des risques systémiques, comme on a dit, à se protéger contre l'érosion monétaire et à réduire la dépendance au système financier. Il joue donc un rôle d'équilibre. Pas de rendement régulier, pas de production, mais une fonction de stabilisateur dans certains scénarios. Comment y investir? Eh bien, deux grandes options. Je les ai évoquées rapidement avant, mais on a donc l'or physique, avec les lingots, les pièces, avec un stockage personnel ou au coffre et l'or papier. Là, on passe par un ETF ou on appelle plus ETF, mais ETC, Exchange Traded Commodity.
Donc ce sont des fonds qui sont adossés à l'or et qui sont plus simples et plus liquides. Donc chaque méthode a ses avantages et ses contraintes. En termes d'accessibilité, eh bien l'or physique, on a un prix qui varie selon la taille du produit et le cours de l'or. La compréhension est relativement simple, c'est, une gestion, surtout, la logistique à prévoir au niveau du stockage, hein. Pour un ETF, les tickets d'entrée peuvent être relativement faibles, c'est très accessible. Globalement, l'or est simple à comprendre, mais il doit être utilisé avec parcimonie et de manière intelligente. L'or, il ne te rendra pas riche, mais il peut éviter que tu t'appauvrisses dans certains scénarios. Ce n'est donc pas un moteur, c'est un pilier principal, c'est une assurance patrimoniale. Alors jusqu'ici, on a construit un patrimoine cohérent avec des fondations avec les actifs de stabilité, un moteur puissant avec les actifs de croissance et un équilibre stratégique avec la diversification. Si tu t'arrêtes là, tu as déjà une belle palette pour démarrer. Mais il existe une autre catégorie d'actifs, plus techniques, parfois plus séduisants, souvent mis en avant sur les réseaux. Ces actifs peuvent offrir plus de rendement, plus d'originalité, plus de décorrélation, mais aussi plus de complexité, plus d'illiquidité et surtout plus de risques. On entre maintenant dans le dernier bloc, les actifs alternatifs et avancés. Ce ne sont pas les fondations d'un patrimoine, ce sont des briques complémentaires à utiliser avec discernement. Je ne vais pas entrer autant dans le détail car elles sont plus avancées, mais je tiens à les aborder pour te donner un panorama complet. Et on va commencer par un actif dont tout le monde parle, les crypto-monnaies. C'est probablement l'actif le plus médiatisé des dernières années. Des rendements hallucinants pour certains et des échecs monumentaux pour la majorité. Un crypto-actif, c'est un actif numérique qui est basé sur une technologie qu'on appelle la blockchain. Et le plus connu, c'est le Bitcoin. Et mais il existe des tas d'autres crypto-monnaies. Contrairement aux actions, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un actif productif, hein. Sa valeur dépend beaucoup de l'adoption, de la confiance et de la spéculation. Alors les rendements espérés, ils sont potentiellement très élevés, mais totalement imprévisibles. Ce n'est pas un rendement structurel comme la croissance économique, c'est un actif de forte asymétrie. Gros potentiel, gros risque. Alors la volatilité est extrême, moins 50% en quelques heures, c'est possible, plus 100% en quelques jours, c'est aussi possible. Avec un risque de perte permanente, un projet qui disparaît, une régulation défavorable, un piratage, une plateforme qui fait faillite, le risque opérationnel est très réel. La liquidité, eh bien, pour les grandes cryptos, c'est très liquide, pour les petites, c'est beaucoup moins liquide. Donc l'horizon recommandé, eh bien, il est long terme si c'est une forte conviction sur le long terme, par exemple avec du Bitcoin, mais si c'est de la spéculation, bah, c'est du très court terme généralement. Et là, il faut encore plus ici que pour les autres, te former et comprendre ce que tu fais, hein. Ce n'est pas un actif pour placer ton épargne de sécurité. C'est un actif de diversification agressif, mais jamais le cœur de patrimoine. Comment y investir? Eh bien, via des plateformes d'exchange, des wallets sécurisés, des ETF crypto. Chaque solution a des avantages et des inconvénients. Au niveau de l'accessibilité, le ticket d'entrée peut être faible, avec un procédé d'achat plus ou moins simple selon la méthode retenue. Dans tous les cas, le niveau de compréhension requis est très élevé. C'est accessible financièrement souvent, mais rarement intellectuellement. Les cryptoactifs peuvent transformer un petit pourcentage en gros gain, mais ils peuvent souvent aussi le transformer en un zéro. Donc c'est à utiliser avec discipline et toujours en très petite minorité. Alors restons dans les actifs alternatifs, mais cette fois dans le monde des entreprises non cotées. On a parlé précédemment des actifs cotés en bourse, mais toutes les entreprises ne sont pas cotées en bourse. Et le non coté, c'est investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées. Il existe deux grandes formes, le private equity, là tu investis en capital dans une entreprise non cotée, et la dette privée, là tu prêtes à une entreprise non cotée. Et donc tu as souvent entendu parler de crowdfunding. Eh bien la crowdfunding, c'est une version plus accessible de ce non coté via des plateformes. C'est le même principe que les actions ou obligations, mais hors du marché boursier. Et les rendements espérés, eh bien, ils peuvent potentiellement être supérieurs au marché coté, mais c'est très variable, ça dépend beaucoup de la qualité du projet, du timing, de la gestion, de l'exécution, etc. Donc rendement élevé, risque élevé encore une fois. Au niveau de la volatilité, eh bien, on a peu de visibilité parce qu'il n'y a pas de cotation quotidienne, donc pas de variation affichée tous les jours. Mais attention, l'absence de volatilité affichée ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. En termes de perte permanente, eh bien, si l'entreprise échoue, si elle fait défaut, si le projet est mal exécuté ou que la plateforme de crowdfunding fait faillite, il y a un risque de tout perdre. La liquidité, elle est souvent très faible, hein, les fonds sont bloqués de plusieurs mois à plusieurs années avec une sortie
difficile, un marché secondaire limité. C'est un actif particulièrement illiquide. Donc l'horizon recommandé, c'est du long terme, avec de l'argent dont tu n'as vraiment pas besoin, du tout besoin, avant plusieurs années. C'est un actif complémentaire de diversification inventée, avec une recherche de performance supplémentaire, mais jamais la fondation d'un patrimoine. Comment y investir? Via des fonds spécialisés, via des plateformes de crowdfunding et de la gestion privée. Chaque canal a ses contraintes, comme tu, t'en doutes. Au niveau de l'accessibilité, eh bien, les tickets d'entrée sont variables. Ça peut être de quelques centaines d'euros via une plateforme de crowdfunding à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, selon le projet, hein. Donc la sélection ici est vraiment cruciale, c'est complexe, ça demande du temps, c'est un niveau requis intermédiaire, minimum, mais plutôt avancé. Le non-coté peut vraiment être puissant, mais il demande du capital, du temps, comme je l'ai déjà dit, de la sélection et surtout d'accepter que ton capital soit bloqué. Donc voilà, pour, le non-coté. Maintenant, dans les actifs alternatifs, il existe d'autres produits, complexes, par exemple les produits structurés. Et c'est probablement l'un des actifs les plus mal compris des particuliers. Un produit structuré, c'est un produit financier qui a été construit à partir de plusieurs instruments, mélange d'obligations, de dérivés, d'actions, etc. Ils ont été combinés pour créer un scénario de rendement conditionnel. Par exemple, si l'indice ne baisse pas plus de X%, alors vous recevez X% par an. Mais tout repose sur ces conditions. Donc le rendement espéré, il est souvent attractif sur le papier, hein, sinon on ne vous le proposerait pas, mais il dépend entièrement du scénario prévu. Le rendement n'est jamais garanti. Il y a un risque de volatilité, bien sûr, mais il est peu visible en cours de vie et il se matérialise à l'échéance. Et il y a aussi un risque de perte permanente. Si le scénario n'est pas réalisé, il peut y avoir une perte en capital possible, parfois importante. Et il existe aussi des risques de contrepartie de la banque qui émet ce produit-là. Alors au niveau de la liquidité, elle est souvent limitée. La sortie anticipée est parfois possible, mais avec des pénalités, et ce n'est pas un actif, du coup, on peut qualifier de très liquide. Au niveau de l'horizon recommandé, bah, ça va dépendre de la durée contractuelle. L'argent est donc immobilisé pendant plusieurs années. C'est un outil d'optimisation avancé. Encore une fois, c'est pas un pilier, ça peut convenir à certains profils cherchant un rendement conditionnel maîtrisé, mais ce n'est pas un produit simple. On peut y investir via un conseiller en gestion de patrimoine, via une banque privée. C'est rarement, des outils accessibles en autonomie totale. On a des tickets d'entrée qui sont souvent élevés, une complexité importante, donc c'est plutôt un actif pour des profils avancés avec, un nécessité de bien comprendre les scénarios. Ce n'est pas un produit de débutant. Voilà, on va terminer avec une catégorie d'actifs qui attire pour une autre raison, la passion. On va parler des objets de collection rapidement. Parce que certains investissent dans des entreprises, d'autres dans l'immobilier et d'autres dans leur passion. Que ce soit de l'art, des montres, du vin, des voitures de collection. Un objet de collection, c'est un actif tangible dont la valeur dépend de la rareté, de l'état, de la demande et surtout de la mode. Contrairement aux actions, il ne produit rien, il ne verse rien, il n'a aucune valeur intrinsèque mesurable, sa valeur dépend entièrement du marché des collectionneurs. Alors quel rendement peut-on espérer? Bah, peut-être très élevé sur certaines pièces exceptionnelles, mais extrêmement variable et impossible à modéliser de manière fiable. Ce n'est pas un rendement structurel, c'est un rendement d'opportunité. Alors les risques, la volatilité, bah, encore une fois, elle est peu visible parce qu'il n'y a pas de cotation, mais les cycles de mode existent, donc un marché peut exploser puis s'effondrer. Le risque de perte permanente, il est aussi élevé. Une mauvaise estimation, des faux, des marchés qui disparaissent, un objet détérioré, une demande qui chute, il n'y a aucune garantie. La liquidité est faible, on parle de vente aux enchères, d'un marché restreint, de délais assez longs, hein, c'est vraiment pas très liquide, en tout cas, pour les non initiés. L'horizon recommandé, c'est du long terme, heu, oui, c'est plutôt du long terme avec, bah, voilà, ça demande de la patience, ce n'est pas un placement, court terme rationnel. En fait, ça dépend vraiment beaucoup de l'actif dont on parle, mais voilà, si on parle d'objets d'art, c'est souvent des objets, de collection, qu'on va garder plusieurs années. Dans le patrimoine, ce sont des actifs passion, de diversification marginale. C'est un complément, mais vraiment pas une stratégie centrale. Comment y investir? Bien, avec de l'achat en direct, via des maisons de vente, des plateformes dédiées et là, il faut vraiment de l'expertise. L'accessibilité, bien, elle est très variable, c'est de quelques centaines à plusieurs millions d'euros, hein, selon l'actif concerné. Complexité élevée, un niveau requis qui est vraiment, important, il faut de l'expertise dans le domaine concerné
et un risque d'erreur vraiment important. Donc l'accessibilité financière, elle est parfois présente, mais elle est rarement, c'est rarement un actif accessible, en compétences. Les objets de collection peuvent être vraiment passionnants, mais ils relèvent davantage de l'expertise et de la passion que de la construction patrimoniale rationnelle. Donc investir dans ce qu'on aime, pourquoi pas, mais construire son patrimoine uniquement là-dessus, surtout pas. On a maintenant parcouru les actifs de stabilité, les actifs de croissance, les actifs de diversification, les actifs alternatifs. Si tu regardes bien, on vient de passer en revue presque tout l'univers des actifs investissables. Du plus simple au plus complexe, du plus stable au plus spéculatif. Et tu as peut-être remarqué une chose, dans la grande majorité des cas, tu peux investir dans ces actifs sans passer par un conseiller. Actions via ETF, fonds euros, immobilier papier, or, crypto, immobilier physique, même une partie du non coté. Aujourd'hui, l'accès n'est plus le problème, le vrai sujet, c'est la compréhension. Si tu ne sais pas par où commencer, ce n'est pas parce que c'est impossible, c'est parce que tu n'as pas encore les bases, la méthode, la stratégie claire. La vérité, c'est qu'on peut démarrer simplement, on peut commencer petit, on peut commencer avec des actifs simples, et ensuite progressivement diversifier, monter en compétences, intégrer des actifs plus complexes. Un patrimoine, ça se construit, ça ne se devine pas. L'important, ce n'est pas d'être partout, l'important, c'est de comprendre pourquoi tu es quelque part. Donc si aujourd'hui, tu manques de clarté, si tu as l'impression que tout ça, c'est encore flou, ce n'est pas un problème de capacité, c'est un problème de confiance, et ça s'apprend. Si tu veux être accompagné pour poser des bases solides, construire une stratégie cohérente et investir de manière autonome, tu peux me contacter. Je serai ravi d'en discuter avec toi. Et dans la prochaine vidéo, je vais te partager quelque chose de très concret. Comment moi j'utiliserais ces actifs si je devais repartir de zéro aujourd'hui? Quelle priorité? Quel ordre? Quelle logique? Donc si tu veux pas la manquer, abonne-toi à la chaîne, laisse un like si cette vidéo t'a apporté de la clarté et dis-moi en commentaire quel actif tu veux que j'analyse en profondeur dans une prochaine vidéo. On pourra en faire une masterclass dédiée. Merci et à bientôt.